Alors justement, si le temps n'existe pas, ça, on pourrait comme ça aller très loin, mais c'est ça ce qui peut être beau, c'est que de dire que, par exemple, si le voyage temporel existait, peut-être qu'on existe déjà dans un futur. Oui, peut-être, mais force de ces lignes de temps-là, on peut expliquer le paradoxe temporel. Par exemple, supposons qu'on invente une machine, je vais dans le passé, je tue mon grand-père. Bah, c'est pas possible, parce que si j'ai tué mon grand-père, moi je peux pas être né, donc j'ai pas pu aller dans le passé, donc je l'ai pas tué. Donc ça s'explique pas. Sauf que si je vais dans le passé et que je tue mon grand-père, je vais pas aller dans le passé, je vais aller dans un autre présent où mon grand-père n'a pas d'avenir. Donc si je le tue, je vais rien changer. Mais par contre, quand moi je vais revenir dans mon présent, j'aurais jamais tué mon grand-père dans cette ligne-là. D'accord, donc encore une fois, donc plusieurs. Plusieurs probabilités, plusieurs possibilités, on ne change rien, on ne fait que sélectionner des probabilités. Et donc là, le paradoxe temporel pourrait s'expliquer. Alors il y a des jeux après qu'on pourrait faire, en disant sur la ligne de temps, le temps s'écoule d'une manière sinusoïdale, c'est-à-dire qu'il y a des plis qui se déplacent. Et on pourrait s'imaginer que dans certaines circonstances, les plis se touchent. Et si j'ai deux plis qui se touchent, pour quelqu'un qui suivrait toute la trajectoire, et quelqu'un qui sauterait un pli, ben, il y en a un qui irait dans le futur de l'autre. Forcément. Alors ça peut nous arriver, ça serait l'hypothèse de, vous mettez les clés devant vous, vos clés de voiture, et puis vous faites autre chose, et vous revenez, vos clés sont plus là. Vous êtes sûr de les avoir mis là. Vous fouillez tout, vous retournez la maison, ils ne sont pas là. 10 minutes après, vous revenez, les clés sont au même endroit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que les clés ont pris un pli, et qu'elles ne sont pas perdues dans l'espace, mais elles sont perdues dans le temps. C'est-à-dire qu'elles sont 10 minutes plus loin, et vous ne pourrez les trouver que quand vous les aurez rattrapées. Bah, c'est intéressant, ça me fait penser à ces laps de temps comme ça qui sautent au triangle des Bermudes. Oui, par exemple. Alors bon, il faut être, je Oui, dirais, il y a des tas de phénomènes qui sont passés ailleurs qu'on a remis dans le triangle des Bermudes. Un vraiment troublant, c'est la Marie Céleste en 1830, qui a été retrouvée intacte. C'est un bateau qui part neuf avec un équipage, et on retrouve ce bateau 20 ans plus tard, sans équipage, les assiettes fumantes sur la table, et surtout ce qui est intéressant, on perdait des bateaux à cette époque, hein, c'était pas quand il y avait des courants marins qui étaient perdus, qui étaient en dehors des lignes commerciales, on pouvait perdre des bateaux. Sauf que quand un bateau il reste 20 ans en mer, il y a des coquillages qui se collent hein, sur la coque. Et bien là on a retrouvé le bateau neuf. Donc il s'est passé quelque chose. Alors on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais par contre, 20 ans après, le bateau n'a pas subi l'assaut du temps. Donc peut-être qu'il a pris un pli, on ne sait pas hein, ce qui s'est passé. Alors après, il y a d'autres phénomènes. Bon, comment dirais-je, les avions, hein, les fameux avions américains qui sont partis et puis qui sont parvenus. 5 avions partent et puis le radio dit le ciel devient vert et puis tous les instruments s'affolent et on ne sait plus où on est. Bon. Alors ils envoient derrière un gros porteur pour essayer de retrouver les morceaux. Il disparaît aussi. Et on n'a jamais retrouvé les morceaux. Alors qu'est-ce qui peut se passer? On pourrait imaginer que sous certaines conditions, à certains endroits, eh ben, il y a des fluctuations comme ça, ce qu'on pourrait appeler des fractants, où la continuité du temps n'est plus réalisée, et à ce moment-là, ben, on change d'espace. Il y a des histoires qui sont comme ça. Hein. Quelqu'un va en forêt, il voit un petit chemin, il voit un petit pont, il trouve l'endroit formidable, il revient, et il va dire à des amis, j'ai envie de vous faire voir, il revient, il ne retrouve jamais le chemin. Alors peut-être que la suite était ailleurs. Alors, on pourrait imaginer que ces plis de temps se touchent, mais qu'ils se séparent aussi. Alors qu'est-ce qui se passerait si moi je passe le pli, que ça se sépare? Moi je ne pourrais pas revenir dans mon propre temps. Alors peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des asiles de fous, qui disent qu'ils viennent d'une autre époque, parce que ça marche dans un sens si ça marche aussi dans l'autre. Et on n'arrive pas à croire qu'ils viennent d'un autre temps. alors qu'il y ait des endroits, alors c'est ça où c'est intéressant, où finalement c'est, on pourrait dire des portes multidimensionnelles. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que ces endroits-là, plus que d'autres, alors je pense notamment, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, on va aller dans les hypothèses, si ce n'est peut-être le triangle des Bermudes, mais certains endroits, notamment en Angleterre, hein, comme Stonehenge, ou alors en France, notamment des sites qui ont, dit-on, d'après les géobiologistes, chargés énergétiquement, qui revêtent un certain mystère. Il se passe des choses bizarres. Tout à l'heure, en rentrant, on parlait du mont Boukaratch. Mhm.
Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça et qu'est-ce qu'on peut noter, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, déjà, je dirais, quand tu dis pourquoi il se passe des choses dans ces lieux-là, moi je dirais pourquoi pas. Finalement, il y a des aberrations, la Terre n'est pas, je dirais, homogène. Donc il y a des veines métalliques, il y a des trous, donc on pourrait imaginer qu'il y a des endroits du monde qui fonctionnent d'une manière, qui créent des champs et qui perturbent la continuité du temps. Bah, pourquoi pas. Alors après, des lieux, c'est vrai que le pic du Bugarache est un lieu remarquable. Bon, déjà parce qu'il y a des tas de phénomènes lumineux étranges qui se produisent, notés par la gendarmerie. Hein. Et puis les gens du coin ne vont pas du tout dans cet endroit-là. Beaucoup de touristes y vont, hein, quelques illuminés aussi, mais les gens du coin détestent. Hein. Pourquoi? Ben, ils disent qu'il ne faut pas passer une nuit là-haut. Ils sont inquiets. Et c'est vrai que y a des gens qui ont passé une nuit là-haut, qui sont descendus en courant parce qu'ils ont vu des lumières. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un lieu qui est protégé? Peut-être que c'est tout bêtement une base militaire, peut-être que c'est quelque chose, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que oui, dans ce lieu-là, quand on y va, il y a une atmosphère qui est très particulière. Il y a, sous certaines conditions, sur le pic de Bugarache, déjà pour monter dessus par un chemin qui s'appelle le chemin des druides, eh bien, on passe une forêt de buis. Donc, je ne sais pas si tu sais le temps qu'il faut pour qu'un buis devienne un arbre, c'est Non. des centaines d'années. Donc, c'est une forêt primordiale qui n'a jamais bougé. En plus, quand on voit ce pic, on a l'impression qu'il est tombé du ciel. Et même d'un point de vue géologique, il y a des choses qui ne s'expliquent pas dessus. Il y a des pierres qui ne devraient pas être à cet endroit-là. Donc, il est très très curieux, ce lieu. Ensuite, quand on monte, après il y a des petites clairières, et quand on se couche sur cette clairière-là, beaucoup de gens rapportent qu'en mettant l'oreille au sol, on entend au sol des bruits, des vibrations. Alors d'où ça vient, je n'ai pas la moindre idée, mais en tout cas, ça a été répertorié par un certain nombre de personnes. L'histoire même de ce pic, c'est, on dit qu'il y avait deux elfes, un qui s'appelait Bug et l'autre qui s'appelait Arash, et il y avait une vallée venteuse. Ils en ont eu assez de ce vent, alors ils ont invoqué les dieux, ils ont demandé qu'ils fassent quelque chose, et les dieux ont fait tomber cette montagne. Et ces deux elfes ont caché à l'intérieur leur vaisseau de cristal. C'est l'histoire qui est racontée pour la création du Bugarache. Alors vaisseau de cristal, c'est intéressant, parce qu'on revient toujours au cristal qui laisse passer la lumière, et puis la vibration, et puis la résonance, et puis s'il y a des cristaux à l'intérieur, peut-être qu'il va se passer quelque chose, puisque les cristaux fabriquent de l'énergie. On a l'effet piézoélectrique. Quand je donne de l'énergie à un cristal, il s'agite, mais quand j'agite un cristal, il donne de l'énergie. Donc on pourrait parfaitement imaginer qu'on a, même d'un point de vue bêtement physique, des cristaux qui sont agités par les mouvements du terrain et qui créent une énergie. C'est possible. Alors il y a d'autres choses troublantes quand même. Il y a des grottes, différents endroits. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il y en a qui parlent de livres qui sont cachés à l'intérieur. On n'est pas loin quand même des châteaux cathares. Hein. Et puis, Rennes-le-Château, on n'est pas loin non plus. Rennes-les-Bains. Hein. Voilà, Rennes-les-Bains, on n'est pas loin de tous ces coins-là. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à côté, il y a les gorges de Galamus, et au fond des gorges de Galamus, il y a un ermitage. Et il y a un ermite qui est là, enfin un gardien qui est là. Et quand on va le voir, ce gardien, eh ben, il a des révélations très intéressantes à faire. Déjà, l'ermitage, au fond, il y a un mur qui mure une grotte. Et on dit que cette grotte va jusque sous le Bugarache. Alors on se demande pourquoi on a bâti cet ermitage-là, et pourquoi on a mis un mur pour cacher cette grotte. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est comme ils ne sont pas toujours là et qu'ils ne veulent pas qu'on leur vole ce qui est à l'intérieur, il y a une vidéosurveillance. Et ce qui veut dire qu'il y a des caméras qui enregistrent à l'endroit où est le mur. Et il y a des films qui montrent des phénomènes lumineux, curieux qui se produisent, des objets qui se déplacent. Donc il suffit d'aller voir cet ermite pour aller lui demander qu'il se fera un plaisir de vous faire voir des photos, de voir le film, ou des films, des morceaux de vidéo, de ces phénomènes lumineux. C'est très étrange. On ne sait pas ce qui se passe. Mais on peut constater qu'il se passe un certain nombre de choses. Alors, de là à dire, c'est des portes interdimensionnelles, il y a des extraterrestres, peut-être. Il faut reconnaître qu'il y a une atmosphère qui est assez particulière. Il faut reconnaître qu'il m'est arrivé d'y aller à la tombée du soir, de monter assez haut, et d'être surpris par une brume bleue, d'un bleu assez profond, et d'avoir le sentiment qu'on est très carré, très rationnel, mais c'était bien de rentrer quand même. Parce que on ne sait jamais. Vous savez, nous on est tous carrés, rationnels, on n'a peur de rien. Vous êtes couché dans votre lit, puis vous avez le pied qui pend dehors, et puis vous pensez peut-être qu'il y a quelque chose sous le lit. On n'a peur de rien, mais on rentre le pied quand même, on ne sait jamais.
Ben là, c'est pareil. On a peur de rien, mais il y a des atmosphères à l'intérieur qui sont à la limite du surnaturel. Je pense qu'on peut le dire. Alors, il y a son pendant, hein, qui est au Québec, qui est le Mont Saint-Hilaire, qui correspond aux mêmes caractéristiques géologiques. Il y a le même type de phénomène à cet endroit-là. Et les gens du coin disent, on croise des fois des personnages curieux, il y a des phénomènes lumineux. Et au sommet du Mont Saint-Hilaire, l'armée et une université a verrouillé le sommet. Alors c'est peut-être tout à fait justifié. Hein. Alors au Bugarache aussi, on m'a dit récemment qu'il y avait une partie qui était fermée par l'armée. Je ne sais pas. Hein. La dernière fois que j'y suis allé, ce n'était pas le cas. Donc je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les châteaux cathares rayonnent aussi vers cet endroit-là. Et quand on demande aux gens du coin, moi je suis allé avec des gens du coin qui n'ont jamais voulu m'amener sur le Bugarache. J'ai dû y retourner tout seul. D'accord. Alors, si encore une fois il y a cette agitation et que le but serait de se défaire de cette agitation, de ces émotions qui obstruent quelque part le passage de cette lumière, on pourrait se demander finalement le fait de laisser passer cette lumière, le fait de ne plus être dans cette agitation, pour toi, ça voudrait dire donc être dans ce bonheur, dans cet éternel moment présent. Mais d'un autre côté, tu nous dis que si on est là, c'est qu'on doit jouer le jeu du temps qui passe, d'avoir des rendez-vous, de faire des choses, et que cet ego est présent. Donc comment peut-on, si tu as peut-être des outils, des clés, je ne sais pas, comment peut-on concilier ces deux parties, comment essayer de trouver le bonheur, tout en ayant cet ego qui, quelque part, d'une certaine manière, a ses passions, comment se défaire de ses passions. Tu nous dis, oui, il y a l'art, d'accord, mais travailler plus pour gagner plus, comme on dit, pas évident tous les jours d'avoir à faire sa séance d'art martial, ou d'aller faire du sport, ou d'aller faire de la peinture, de la sculpture, ou même de l'alchimie. Non, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on parle du début et de la fin. Le début, j'ai des émotions, je vis dans le monde des hommes. La fin, c'est le bonheur. Et c'est sûr qu'entre les deux, il y a tout un panel de différentes choses. Je vais progressivement perdre ces émotions. Mais au début, je les ai, ça fait pas l'ombre d'un doute. Je vis ici dans le monde des hommes. Donc après, les outils qui vont me permettre de perdre cette émotion, on n'est pas dans le monde des hommes et alchimiste. On est alchimiste. C'est-à-dire qu'on respire alchimiste, on vit, on mange, on boit, chaque acte de la vie, c'est l'alchimie. Donc à partir c'est là, dans ces outils-là, qu'on va parvenir à éliminer ces émotions. Et non pas, moi j'ai ma vie profane de tous les jours, j'ai mes émotions, j'ai mes rendez-vous, hop, je sors d'ici, je mets ma casquette d'alchimiste, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un passe-temps. On fait pas ça comme de la peinture sur soie ou du macramé. C'est une vraie voie initiatique, c'est une vraie voie philosophique. C'est moi je parle pour mon cas, puisque c'est le seul que je connais bien, c'est devenu ma vie. C'est-à-dire que je tourne autour de ça, je vis autour de ça, je respire autour de ça, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des émotions, d'être en colère. J'essaye le moins possible. Dès l'instant que ça me déborde, que mon ego est plus fort que le reste, des fois ça part. Et puis, l'art étant derrière, je reviens. Ça sert à ça aussi la tradition. De dire oui, mais ce que je fais, on est lié à une tradition, il se passe quelque chose, on pense à son laboratoire. C'est pas une fuite, hein, mais c'est une manière d'avoir le recul nécessaire qui permet d'éviter de se laisser déborder par ses émotions. Oui, comme tu le disais, fait en sorte que cet ego soit malléable. Alors, si effectivement le fait d'être alchimiste, c'est une philosophie de vie, c'est un art de vivre. Ok. Dans ce sens, c'est une manière de pouvoir avancer sur cette voie et de se modeler, de se construire petit à petit comment appréhender ce bonheur, comment réussir à vivre dans cet instant présent, car il n'y a que lui qui existe. J'entends bien. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'art comme moyen pour parvenir à justement libérer ses expressions, ses émotions. Or, tout le monde ne choisit pas cette voie, qu'est l'alchimie, de même que tout le monde n'a pas cette possibilité ou cette envie, je ne sais pas, de se donner dans l'art d'une manière générale. Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle l'art. Il y a deux manières de vivre les choses. La première, c'est je m'observe en faisant les choses. La deuxième, je les fais. L'art, c'est faire les choses. C'est pas s'observer. Je veux dire, un boulanger qui fait son pain en étant dedans, c'est un artiste. Il va libérer, à un moment, il va trouver un point d'équilibre à l'intérieur.
et puis ça va être incroyable, il va trouver le bonheur. L'art, c'est le type qui fait son jardin. On peut faire les actes de notre vie de tous les jours comme un technicien ou comme un artiste. Et pour moi, la différence, c'est est-ce que je suis dans ce que je fais ou est-ce que je m'observe en train de le faire. Alors si je m'observe en train de le faire, évidemment, mon ego, là, il va venir, parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Alors que quand je suis dedans, je ne me pose pas la question. Et on voit bien quand on est dedans. Parce que quand vous faites quelque chose et que vous êtes dedans, quelqu'un vient vous voir et vous demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Vous êtes incapable de lui répondre. Vous êtes obligé d'arrêter, d'en sortir, d'observer et de lui dire. Sinon, quand vous êtes dedans, il veut dire « Mais comment t'as fait ça ?» Comme ça. Vous êtes incapable de lui expliquer. C'est ça l'art. C'est pas, je vous demande pas de dire, faut se mettre à la peinture, à la sculpture, hein. Pas du tout. L'art, c'est une manière de vivre. Vivre comme un artiste, c'est être dans ce qu'on fait. C'est une extension d'être. Alors comment, parce que j'essaie de faire en sorte d'aborder le côté pratique de la vie de tous les jours. Comment ceux et celles qui se disent être, j'ai plein de problèmes dans ma vie. J'ai pas assez d'argent, je fais un boulot, je peux pas vraiment m'en libérer, même s'il me plaît pas. Bon, c'est alimentaire parce que d'un autre côté, j'ai 50 ans. Si jamais je décide de larguer le boulot, je vais pas pouvoir en avoir un autre. En tout cas, faire quelque chose que j'aime. Donc voilà. Et puis j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, une femme à nourrir, etc. Des problèmes, donc, pourrait-on dire, tout le monde en a. Mais comment aborder justement ce bonheur, cette paix intérieure? Comment se libérer de ses émotions dès le moment où on a tous ces, entre guillemets, problèmes? Mais déjà, on est arrivé dans cette situation, elle n'est pas arrivée toute seule. Si notre vie devient le choix des contraintes, il y a quand même une question à se poser. Donc on a choisi cette situation, hein. Donc la première chose qu'on pourrait dire, c'est je mets les choses à plat dans ma vie et je me dis qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Franchement, vraiment nécessaire. Déjà, je vais élaguer un certain nombre de choses, hein. Deuxième chose, la peur. La peur de manquer, la peur de mal faire, le jugement. Hein, dans la langue des oiseaux, on dit le jugement, donc il ne faut pas l'écouter. Ça, tu n'as pas le droit de faire, ça, c'est pas pour toi, ça, tu sais pas faire. Dès l'instant que vous ne nuisez à personne, vous faites ce que vous voulez. Les concessions aussi qu'on fait dans notre vie, à force de trop en faire, elles deviennent à perpétuité. C'est pas un hasard si c'est le même mot dans les cimetières que on en fait, puisqu'on n'est pas des sauvages. Mais si on se nie soi-même pour avoir la paix, pour avoir aucun conflit avec personne, c'est sûr que vous n'avez aucun conflit, mais vous n'existez pas. Donc, je dirais, mettre les choses à plat, voir ce qui est vraiment nécessaire pour nous, et ensuite, est-ce qu'on peut faire? Si c'est trop tard, si c'est que le choix des contraintes, on s'est sacrifié. Et ça veut dire qu'on est venu pour rien. On a le droit de faire ça dans ce monde. On a le droit de nous faire croire aussi que c'est ça. Le but d'une société, c'est d'être coercitif quand même et de dire, vous ne pouvez pas en sortir. On est les seuls à pouvoir vous apporter le bonheur. Et si vous essayez d'en sortir, vous allez vous faire tuer, vous ne pourrez plus utiliser de médicaments, vous n'aurez plus de confort. Donc, on a choisi ça aussi. Donc, c'est déjà en amont qu'il faut le faire. Alors, si c'est déjà trop tard, moi, ce que je ferais, c'est mettre les choses à plat et essayer d'être vraiment ce que je suis. On parlait des enfants, par exemple. Oui, bien sûr, on a des responsabilités vis-à-vis des enfants, c'est merveilleux, c'est formidable. Mais quand ils seront adultes, ils partiront sans un seul regard en arrière. Donc il faut en tenir compte aussi. Ce qui veut dire que, bien sûr qu'on aime ces enfants, bien sûr qu'on les élève, on les éduque pas d'ailleurs, on les élève. Mais un enfant ne peut pas boucher un trou. Sinon, on arrive dans la même situation que du désir. Et ce qui veut dire que quand il va partir, il va rester que le trou. Et ensuite, je vais embêter les enfants pour qu'ils viennent boucher ce trou-là. La relation à l'autre aussi, c'est la même chose. Si moi j'ai un trou et que je considère que le but de l'autre, c'est de boucher ce trou-là, donc forcément, quand il ne va pas être là, il va me manquer, c'est obligé. Combler le manque. Voilà. Et si pour une raison ou pour une autre, il part, il me restera que le trou. Et quelqu'un d'autre va passer, il va boucher le même trou, et je vais dire, j'ai vraiment pas de chance, je tombe toujours sur les mêmes. Mais c'est pas de la faute des autres, c'est de la faute de la place que j'ai laissée. Donc à partir de ce moment-là, moi je dirais aussi, vivons, goûtons des choses simples. C'est aussi, il y a des choses tellement merveilleuses dans notre monde. Pourquoi on ne les fait pas? Alors après, oui, mais c'est un choix volontaire. Puis il y a le syndrome, il y a l'inertie, il y a aussi l'habitude. Einstein disait à juste titre, la force de l'univers la plus difficile à surmonter est la force de l'habitude. Donc, on préfère un enfer qu'on connaît plutôt qu'un éventuel paradis. Les gens restent dans un système, on leur dit, mais sortons, allons faire autre chose. Ils disent, non, je peux pas, non, je veux pas. Là, on peut rien.
Je veux dire, dès l'instant que, bon, c'est aussi la règle d'investissement, hein, c'est-à-dire que quand on a mis de l'énergie dans un sens, pour pouvoir changer de sens, il va falloir non seulement l'énergie pour changer de sens, mais toute l'énergie qu'on a investie dans un sens. Proportionnel. Voilà, et donc ça fait 10 ans que je fonctionne d'une manière, c'est sûr que ça va pas être facile d'en sortir, de changer de cette manière-là. Et je dirais, la seule manière d'en sortir, vraiment d'en sortir, c'est de regarder vers l'extérieur. D'ailleurs, on ne règle pas un problème en pensant au problème. On règle un problème en pensant à autre chose. Donc si on tourne en boucle, je vous rappelle que enfer et enfermer, c'est le même mot. Donc l'idée, c'est d'ouvrir cet enfermement. Oui, c'est important ce que tu dis là, parce que tu es en train de nous dire, d'une certaine manière, si vous avez un problème, quel qu'il soit dans votre vie, arrêtez de cogiter à ce problème. Tout à fait. Si vous avez envie de le résoudre, à la rigueur, on pourrait peut-être même dire que ça vient spontanément, sans même y réfléchir, parce qu'on le fait. Mais exactement, on fonctionne en boucle, on fonctionne par schéma. C'est-à-dire que j'ai un schéma de fonctionnement, c'est une boucle de réflexion. Tant qu'elle est alimentée, cette boucle de réflexion, je tourne dedans. Un exemple. Je vis avec quelqu'un, c'est merveilleux, c'est formidable, la personne me quitte, je vais me suicider, c'est affreux. Je rencontre quelqu'un d'autre, c'est fini. Je vais parfaitement bien, j'ai même oublié le premier. Mais comment c'est possible? 5 minutes avant, j'allais me suicider. Cette énergie, elle est devenue quoi? C'est simple, je me suis débranché d'un côté, j'ai branché de l'autre. On ne peut pas imaginer à quel point les relations humaines, c'est de l'électricité de base. Donc si je suis capable de dévier cette énergie vers autre chose, j'ai pas besoin. L'idée, c'est pas celle du souvenir, c'est l'énergie associée au souvenir. Vous avez quelqu'un qui est en colère, vous lui jetez un seau d'eau froide, il n'est plus en colère. Pourtant, il a toutes les mêmes raisons d'être en colère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie de la colère, il l'utilise maintenant pour maintenir sa température. Je vous annonce une bonne nouvelle. Vous sortez dehors, c'est merveilleux, les gens sont adorables, les maisons sont radieuses, c'est formidable. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Tout est affreux. Mais est-ce que l'univers a changé? Pas d'un iota. C'est votre point de vue qui a changé. Ce qui veut dire que si on est capable de changer notre point de vue, on peut changer notre vie comme ça, du jour au lendemain. Vous parlez avec quelqu'un qui est malheureux, c'est affreux, puis pour une raison ou pour une autre, il vous écoute et il oublie qu'il est malheureux. Pendant 10 minutes, hop, il redevient heureux. Puis 10 minutes après, il se souvient qu'il est malheureux. Et là, il revient dans sa souffrance. Mais ce qui veut dire qu'on peut y échapper. C'est pas seulement un phénomène de fonctionnement, c'est seulement un phénomène électrique. Je dissipe cette énergie et je la fais circuler ailleurs. Donc c'est pour ça que moi je pense que pour régler un problème, la meilleure manière c'est de, penser à autre chose. C'est-à-dire d'avoir un autre but. C'est-à-dire c'est non pas j'ai ce problème, mais je l'entends qui tourne derrière en disant j'y pense pas, c'est pas ça. Mais c'est je dis oui, je vais vraiment vers autre chose. Alors c'est pour ça, d'ailleurs, je reviens à l'alchimie, que la tradition est quelque chose d'important, parce qu'elle nous dépasse. Et des problèmes qui sembleraient insurmontables d'un point de vue humain, en disant moi je fais partie d'une tradition, des anciens célèbres ou des anciens qui ont beaucoup travaillé, en repensant à eux, on se dit finalement mes problèmes c'est de la rigolade. C'est intéressant, d'autant plus que à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, d'une certaine manière, les traditions sont en train de perdre de leur fondement quelque part. Elles ne deviennent plus que des gestes ou des célébrations, on va dire, d'habitude automatiques. Et il n'y a plus cet esprit qui finalement va avec. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a perdu le fond et donc on a gardé que la forme. Donc c'est une coquille vide, ça n'a aucun intérêt. Mais la vraie transmission, c'est on ne transmet pas la forme, on transmet le fond. Et chacun donne la forme qu'il veut. Mais c'est sûr que quand on a perdu ça, il ne reste plus qu'on fait du cirque. Mais ça n'a plus de sens. On fait comme si, on fait semblant. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant, d'autant plus, c'est que tu me dis, voilà, je dis à quelqu'un une bonne nouvelle, elle va partir gaie, heureuse. Ou alors, inversement, je donne une mauvaise nouvelle, ça va être l'inverse. Dans le cadre des informations, le JT de 20h, je donne cet exemple parce qu'il est assez parlant. Dans quelle mesure prend-on cette information? Est-ce qu'on la prend comme étant quelque chose, on va dire, d'objectif, ou c'est comme ça, et puis voilà, ce qui n'empêche pas qu'il y ait de bonnes choses à côté, mais ces bonnes choses, généralement, on n'en parle pas. Mais ça, c'est une question, je dirais, politique. C'est-à-dire que si on décide d'être dans un monde où on nous raconte que des mauvaises nouvelles, c'est sûr qu'on va finir par y croire. Et qu'à partir de ce moment-là, on va être en déséquilibre. Il fut un certain temps, on était sûr que la Terre était plate. Et alors qu'on n'avait jamais oublié qu'elle était ronde depuis les Égyptiens. Comment les Égyptiens avaient déterminé qu'elle était ronde? Ils n'étaient pas montés en secoupe volante, mais ils construisaient des phares. Et évidemment, quand je construis un phare suffisamment grand et que je pars en mer, au bout d'un moment, je ne le vois plus. Parce que la Terre est courbe. Donc si je connais la hauteur du phare et la distance à laquelle je ne le vois plus, c'est facile de calculer la courbure.
Donc on ne peut pas imaginer qu'après les Égyptiens, qui ont été relayés par les Grecs, qui ont été relayés par les Perses, qu'on a oublié comme ça du jour au lendemain qu'elle était ronde. Mais par contre, pour le peuple, on a dit elle est plate. Et il y a une raison à ça. C'est que imaginer une terre plate avec des monstres autour, on n'a pas envie de partir. Hein. Donc les gens restent chez eux, c'est formidable pour l'Église, c'était merveilleux. Une prison. Voilà. Alors aujourd'hui, la terre redevient plate. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est ronde, mais par contre les barbares sont à nos portes. Et donc on nous dit, surtout, il ne faut pas sortir, c'est dangereux, il y a plein de choses à l'extérieur de vous, donc vous ne pouvez pas penser, parce que si vous sortez, vous allez mourir. Donc les gens restent, la terre redevient plate. Mais ça, c'est pour des raisons politiques. On a intérêt à faire peur aux gens dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui, d'accord, donc il y a vraiment la notion quand même de manipulation. On passe notre vie à être manipulé. Je dirais, tout le monde manipule tout le monde. Dès l'instant qu'on veut quelque chose que l'autre ne veut pas nous donner, on essaye de manipuler pour l'avoir. Ah, c'est rapport d'ego. Voilà, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Alors justement, comment, entre guillemets, redonner l'espoir d'une certaine manière? Comment faire en sorte de dire, arrêtez de voir le côté, le verre est à moitié vide. Le verre, on peut considérer qu'il est à moitié plein, ce qui peut être agréable, et puis dire tout simplement, il est à moitié rempli. Oui, mais il y a deux choses. Déjà, on a choisi de vivre dans un système, on a choisi de respecter les règles, on a choisi de respecter la République, de respecter les lois. Bien sûr qu'on le fait, sinon on s'en va. On est hors la loi, on est à l'extérieur. Donc, ça, c'est une chose. L'histoire de dire c'est le verre est à moitié vide ou à moitié plein, la question ne se pose même pas. Il y a tellement de choses incroyablement merveilleuses autour de nous. Donc, il faut les regarder. Moi, je me souviens avec mes enfants, quand on était à la montagne ou ailleurs, je les amenais dans les bois, et puis j'allais sur le chemin des trolls, des gnomes, de différentes choses. Au début, j'avais que les deux miens, et à la fin du séjour, j'en avais 40. Et c'était des enfants qui lâchaient leur console vidéo pour aller voir en vrai ces choses-là. Mais il y a des manières d'aborder cette réalité, il y a des manières d'intéresser, de voir notre monde. Les enfants aujourd'hui, quand on demande à un ado ou un jeune adulte, qu'est-ce que tu veux faire? Rien, je sais pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je sais pas. Ce monde ne leur plaît pas. Ils n'ont aucune raison objective d'aimer ce monde. Donc ils s'enferment dans d'autres réalités, des réalités virtuelles par exemple. Mais si on leur montre que ce monde est beau et qu'il y a des choses, ils vont venir comme un seul homme. Mais il faut leur montrer ça. Donc c'est pour ça aussi que les traditions sont intéressantes, en leur laissant bien sûr la liberté absolue, c'est pas une secte, mais une liberté absolue de réflexion, mais au moins leur donner des références. Leur donner autre chose que les informations qu'on voit, que la vie qu'on voit, que... Alors, il y a une inertie, c'est-à-dire que c'est plus confortable d'être devant la télé avec une console vidéo que de sortir et de regarder les étoiles ou de regarder un certain nombre de choses. Mais ça dépend comment c'est amené. Quand on fait avec des jeunes enfants, on dit on va faire une quête et on va chercher des choses extraordinaires, je vous garantis qu'au bout de 5 minutes, ils voient des gnomes partout. Il n'y a aucun problème. Il faut redonner le goût de ce monde. Et après, c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'une fois que le goût est donné, on va contaminer le chaos, si je puis dire. Et il n'y a pas de raison, si ça marche dans un sens, pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre? Ce qui est marrant, c'est que, d'une certaine manière, les magazines, je prends les magazines, l'exemple des magazines ou même la télévision, nous donnent certains programmes en disant mais c'est ce que le public demande. Oui, mais je suis entièrement d'accord, mais c'est encore une fois la poule et l'œuf. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de s'adresser à l'ego que de s'adresser au cœur. Donc on va jouer sur les émotions des gens. C'est beaucoup plus confortable, moi j'ai une vie qui n'est pas agréable, de vivre des émotions à travers une série complètement stupide dans laquelle les émotions sont brutes. Les jeux aussi. Vous avez une vie stupide, c'est pas intéressant, mais l'un parmi vous peut être millionnaire. Ça suffit pour que tous les autres rêvent. Mais c'est pas nouveau ça, je veux dire, les Romains ont fait ça. Il n'y a pas de raison que ça change. Les gens sont pas bêtes. Mais ils font avec ce qu'on leur donne. Et on choisit aussi la facilité. Alors la télé, en plus, c'est quelque chose de un peu pervers dans ce sens que ça sature nos sens. C'est-à-dire que vous avez tellement d'informations qui arrivent en une seule fois que vous ne pouvez pas déléguer une énergie à autre chose. Donc vous restez ventousé devant la télé. Et seul un besoin bien naturel peut vous décoller de la télé. Et encore, il va falloir que ça presse. Même si ça ne vous intéresse pas. Mais c'est parce que vous êtes pris dans un flot d'informations et que vous ne pouvez pas vous y arracher, parce que tout le mécanisme de la pensée, le cerveau, son fonctionnement, fait que pour traiter cette information, il faut qu'il déleste le reste. Donc je ne vais avoir aucune fonction musculaire, donc je ne vais pas pouvoir me lever. Sauf si quelque chose de plus pressant, une fonction biologique, va faire que il va falloir y aller.
Donc à partir de ce moment-là, si mes sens sont saturés, je ne vais pas me fatiguer à aller dehors pour aller collecter de l'information alors que j'en ai des millions qui arrivent. Alors par contre, les gens qui ont leur télé qui tombe en panne, c'est presque comme une drogue, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une période, s'ils craquent pas, hein, s'ils disent moi je répare pas ma télé, bah, il va y avoir une période où on va falloir se sevrer de la télé. Hein. Et puis au bout d'un moment, bah, on va recommencer à faire des activités, on va recommencer à faire des choses. Parce que n'ayant plus ce flot d'informations, bah, je vais essayer de le collecter ailleurs. Mais c'est un mécanisme, on a choisi de faire ça. Alors l'idée, c'est de dire, bah, de l'information, on peut la trouver ailleurs, on peut la trouver autrement, et cette information, elle peut vous rendre plus heureux. Mais ça va pas de soi. Alors après, il y a des contraintes, je dirais, économiques, sociales, qui font que, bah oui, les parents travaillent, les enfants rentrent de l'école, on ne sait pas quoi en faire, bah, on les met devant la télé parce que c'est beaucoup plus confortable. Donc évidemment, mais c'est un choix de vie. Ça rebondit sur tout ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, comment on va trouver le bonheur, comment je vais pouvoir régler mes problèmes de. C'est pour ça que c'est un choix de société aussi. Et suivre une voie philosophique à l'intérieur d'une société qui ne l'est pas, bah, c'est pas forcément facile, bien qu'on puisse saupoudrer un certain nombre de choses. Et en disant, bah écoutez, si ça vous rend heureux, ne serait-ce que 5 minutes, on parlait de Rabelais tout à l'heure, et ben il a terminé son dernier livre par la phrase « Vivez joyeux ». Donc à nous de vivre joyeux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que d'une certaine manière, on ne se rend pas compte du pouvoir de la pensée et de cet état intérieur sur l'extérieur. Quand tu es au-dessus de ton creuset et que tu travailles avec cette matière, cette énergie, et de ce calme intérieur qui en ressort, te permet d'autant plus à avoir justement le but, non pas recherché, mais en tout cas, d'une certaine manière, c'est ça le paradoxe, hein, c'est qu'on ne cherche pas, mais qu'on obtient, et qu'on trouve. Qu'on trouve. Donc là aussi, ça rejoint d'une certaine manière la physique quantique sur les relations très étroites qu'il y a entre celui qui observe les choses et l'objet observé. Mais, tout à fait, mais je veux dire, c'est impossible que ce soit autrement, sinon ce ne serait pas de l'alchimie, ce serait de la chimie. Je veux dire, s'il n'y a pas d'interaction entre l'expérimentateur et l'expérience, bah, c'est une machine peut le faire. D'ailleurs, on peut constater, on met plusieurs personnes sur le même feu, avec les mêmes creusets, avec le même métal, on le met au même moment, il y en a qui vont fondre, puis pas d'autres. Alors les gens vont dire, bah oui, mais c'est parce que ça chauffe plus d'un côté, alors on intervertit, il se passe la même chose. Donc il y a visiblement une interaction entre l'expérimentateur et l'expérience. C'est sûr qu'il y a une interaction entre l'énergie de la pensée et l'univers. Je veux dire, quand vous avez une pensée, ça se mesure, hein. Si on fait un électroencéphalogramme, on voit bien quelque chose. Donc il y a bien une énergie. Alors vous allez dire, oui, mais elle est minime, cette énergie, c'est vrai pour une personne. Mais si je multiplie par des millions de personnes qui pensent la même chose, cette énergie, qu'est-ce qu'elle devient? Elle disparaît pas, hein. Elle s'additionne et elle interagit forcément avec l'extérieur. Sinon, ça voudrait dire que comme une machine à vapeur, une fois que le piston est poussé, la vapeur disparaît. Ben non, elle disparaît pas, elle va à l'extérieur puis elle réchauffe l'air. Donc il n'y a pas de raison que notre pensée n'agisse pas sur l'environnement, puisque c'est une énergie mesurable. Puis après, il y a des tas de phénomènes complètement irrationnels, et pourtant qu'on prend comme un préacquis. Par exemple, la loi des séries. Hein, il ne se passe jamais de problème sur les ponts, puis tout d'un coup, on a des ponts qui s'écroulent partout, et tout le monde trouve ça normal. Ça n'a rien de normal. Puis après, on dit, il y a 2 avions qui tombent, puis tout le monde dit, ah ben il y a un 3e qui va tomber, puis il tombe, et tout le monde trouve ça normal. Ben ça n'a rien de normal non plus. Donc, ce qui voudrait dire que si on est convaincu de quelque chose, ben ça finit par arriver. Donc moi, je reste absolument convaincu qu'il y a une interaction, bien sûr, entre la pensée et le monde. C'est une énergie. Il n'y a pas de raison que cette énergie n'interagisse pas. Et je pense que c'est là justement l'importance de ce que tu es en train de dire, c'est que la responsabilité qui est la nôtre est gigantesque. Et de l'interaction et de la manière dont on façonne notre monde est déjà présente à travers ces pensées. Il faut faire d'autant plus attention sur ce que l'on pense d'une certaine manière et ne pas alimenter ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur les problèmes qu'on peut avoir, notamment en les alimentant par rapport à une parole que tu as pu me dire, où je vais cogiter pendant une semaine avant d'arriver vers toi et de sauter au cou, non pas pour t'embrasser. J'avais bien compris. Donc voilà, il y a cette responsabilité de comment pense-t-on, attention à ce que l'on pense, et pour ceux et celles qui se disent oui, le monde va mal, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Déjà mesurer ce que l'on pense du monde. Oui, bien que ce soit pas très facile, parce que ça voudrait dire qu'on s'observe en permanence et chacune de nos pensées.
c'est sûr que c'est pour ça que le côté du bonheur, je veux dire, si moi je suis dans un lieu qui m'est agréable et que je fais ce que j'ai envie de faire, c'est sûr que mes pensées vont être plutôt agréables et plutôt cohérentes. Et c'est sûr que si je fais des choses qui me plaisent pas et que je suis dans un environnement qui me déplaît, instinctivement, je vais avoir des pensées chaotiques. Donc moi je pense que c'est pas en observant sa pensée, mais c'est en contemplant le monde. C'est-à-dire que si je suis dans un endroit où je suis bien, naturellement, mes pensées vont être cohérentes, vont rassembler au lieu de fractionner. Mais je pense pas qu'on puisse observer, sinon on arrive dans la pensée positive, on arrive dans des doctrines où on va dire il faut que vous soyez zen, il faut que vous aimiez tout le monde, il faut que c'est pas possible ça. C'est un leurre, j'adorerais que ça soit vrai, mais c'est pas possible. Donc je pense que ça commence par des petites gouttes, un individu qui est juste heureux et qui rayonne autour de lui, et puis ainsi de suite. Mais je pense pas qu'il y ait des méthodes en disant comment je vais faire à partir de maintenant, hop, pensée positive, et dès qu'il m'arrive quelque chose, je dis non, non, c'est pas mal, c'est bien. C'est pas possible ça. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Ce soir, Patrick Boenstenas avec nous, qui nous parle de l'alchimie et de tout ce qui va avec, à savoir cette philosophie de vie finalement. Nous accueillons tout de suite notre premier auditeur, José Philippe, à nouveau. José Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, bonsoir. Vous me captivez tellement que j'ai retardé mon heure de sommeil. Une petite chose concernant le boulanger. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle certaines professions sont qualifiées d'artisans. Bien sûr. D'accord. Alors, et je voulais vous poser une question par rapport à ce dont vous venez de parler il y a quelques instants. Donc, il y aurait une grande puissance alors sur la méditation et surtout la prière lorsque plusieurs esprits se rassemblent pour avoir des prières communes, pour surtout des prières d'intercession ou de guérison pour des personnes ou des problèmes bien précis. Ah, c'est très probable, oui. D'accord. C'est très probable. Alors après, savoir à qui s'adressent ces prières, bon, ça peut être autre chose. C'est-à-dire que il y a des égrégores, il y a des archétypes, et puis il y a peut-être des choses qui existent vraiment en tant que telles. C'est-à-dire que nous, on existe ici dans ce monde. Pour moi, ça me paraît pas étrange que d'autres forces qui aient choisi, j'allais dire, pas de s'incarner, puisque ici c'est pas question de carne. Non, bien sûr. Mais C'est de l'esprit, là. voilà, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Alors après, que ça prenne une forme de croyance particulière, et c'est l'intérêt, entre guillemets, d'un archétype, c'est-à-dire qu'on va lui donner une définition, on va lui donner une fonction, manichéenne d'ailleurs, et un rituel pour permettre de l'invoquer. Oui, moi je me plaçais surtout par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que d'avoir un ensemble, une multiplication d'esprits, sans rentrer dans une religion ni quoi que ce soit, mais avoir un centre d'intérêt et de rassembler son esprit, donc ses énergies, vers ce centre d'intérêt pour qu'il soit bénéfique pour quelqu'un d'autre. Alors tout à fait, mais il y a les deux choses. Hein. C'est pour ça que je parlais d'archétype. L'archétype, on décide de quelque chose. Oui. Il est actif. Alors que l'égrégore n'est pas actif. C'est la même différence qu'entre la puissance et la force. D'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien dans l'égrégore, c'est que on rassemble des pensées, plutôt quelque chose qui rassemble, hein, donc qui ne fractionne pas. Mais par contre, on ne décide pas de ce que ça va devenir. Voilà. Ça, c'est le but de la prière. C'est-à-dire que on prie sans, comment dirais-je, en espérer, en voir la réalisation. La réalisation ne nous appartient pas. C'est ça. Et même, je dirais, même au-delà, même le but. C'est-à-dire que pour moi, c'est une énergie de rassemblement indifférenciée. Oui. Et chacun le prendra en fonction de ses besoins. Absolument. D'accord. Voilà. Et donc, ça évite de s'adresser. Parce qu'on ne sait pas ce qui est bon pour les autres. Oui. Donc, mais disons qu'on a une volonté, pas une volonté, mais une tendance, comment dirais-je, on souhaiterait que notre énergie soit canalisée pour apporter la chose que l'on veut apporter, et puis ensuite, c'est cette énergie qui va être canalisée avec éventuellement une retombée ou pas, mais après, le résultat ne nous appartient pas. Ah, tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Alors, je voulais rebondir un peu pendant que j'y étais sur les boulangers,
parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, puisqu'on a parlé un peu de Christos tout à l'heure, et la naissance du christianisme se passe à Bethléem, Oui. et Bethléem, c'est Bethléem, et ça veut dire la maison du pain. Ah, en plus. Donc, évidemment, la maison Ah du oui, pain, d'accord. c'est intéressant, parce que pour faire du pain, il faut les 4 éléments. Il faut du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Oui. L'air étant, bien sûr, ce qui fait monter le pain, ce qui fait Mhm. élever le pain. Pour le vin, il faut aussi 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre, l'air Absolument. étant toujours la fermentation. Et bien sûr, ce qui associe les deux, c'est le sel, car le sel scelle, Et oui. au sens de sceller. Et donc, à l'intérieur de la maison du pain, qu'on lit le pain, le vin et le sel, c'est quand même intéressant. Ah oui, effectivement. Oui, c'est Voilà, très c'est- très riche. Voilà, c'était- Une dernière question. Par rapport à votre, entre guillemets, profession d'alchimiste, est-ce que vous avez des ateliers où vous acceptez des apprentis? Ah oui, ça peut arriver, oui. Oui. Ça peut arriver. Et comment fait-on pour se mettre en contact avec vous? Bah, c'est une excellente question. Je ne sais pas si à la fin on donnera ma boîte aux lettres de courriel. D'accord. Oui, bah oui, quand même, au moins ça. Pas le numéro de téléphone Oui, parce à qu'on l'antenne, n'a mais pas attendu jusqu'à ce temps-là pour se retrouver dans le désert. voilà, bon, on la communiquera à la fin de l'émission. D'accord. Merci Laurent, merci à vous. Merci à toi, Merci. José-Philippe, au revoir. Au revoir. Nous accueillons Thierry. Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je vous rejoins. Enfin, j'ai écouté le début de l'émission et j'ai dormi en fait parce que j'ai beaucoup de choses en ce moment, mais Je vous en veux pas. Hein. c'est gentil. je suis vraiment passionné par ce que vous dites. Et alors, j'explique donc que je suis passionné aussi par vos écrits, en particulier les contes alchimistes. Mhm. Que j'arrive jamais à garder parce qu'en fait je les achète régulièrement et je les offre autour de moi. Donc, alors en fait l'archétype dont vous parliez, dont vous avez parlé, ça rejoint ce dont parle Jung en fait. Je suis désolé si je pose une question qui a peut-être déjà été Non, c'est évoquée. tout. Non, elle n'a pas été posée, c'est vrai. Oui, bien sûr, la vision archétypale, l'inconscient collectif. D'ailleurs, Jung a beaucoup parlé d'alchimie. Oui, il a écrit beaucoup là-dessus et il parle beaucoup d'archétypes aussi. Tout en à fait, oui, tout à fait. Et je trouve que c'est une forme il a une façon d'exprimer les choses qui est très étonnante et c'est une forme d'intelligence qui m'a toujours parlé. Mhm. J'étais un vrai cancre à l'école, j'étais pas du tout adapté à ça. Einstein aussi. Hein. Ouais, Donc, vous voyez. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, quand je lisais, j'ai lu Jung quand j'étais adolescent et je comprenais mais j'aurais été incapable d'expliquer, de réexpliquer, mais ça m'intéressait beaucoup. Mhm. Alors, en fait, je voulais vous poser une question. Je peux faire l'interprétation vous pouvez faire l'interprétation des prénoms. Oui, bah, allons-y. Alors en fait, j'ai 2 prénoms. Donc mon premier prénom c'est Thierry Oui. et j'ai un deuxième prénom qui est Raphaël. Et vous êtes nommé comment? Baronne. Non, quel prénom on vous donne? Ah oui, d'accord. Le premier prénom. D'accord, parce que c'est celui-là qui compte. Hein. Parce que bon, il y a des gens qui ont 2 ou 3 prénoms. C'est vraiment celui par lequel on est nommé. Hein, c'est la vibration. Maintenant, je peux vous donner la signification des deux. Hein. Mais Ouais. en sachant que celui qui va compter pour vous, c'est celui par lequel vous êtes nommé. Donc la vibration, la résonance. Ah oui, je comprends, oui. Hein. D'accord, donc dans ce cas c'est Thierry alors. Donc Thierry, mais je parlerai de Raphaël quand même, parce que c'est un archange, donc c'est intéressant. Donc, appelez-moi. T-H-I-E. Vous débarrassez pas de votre prénom. Pardon? Vous débarrassez pas de votre prénom. Prenez votre temps. T-H-I-E-2-R-Y. Alors le T, c'est la terre. Le H, c'est l'équilibre entre le haut et le bas. Le I, c'est l'unité. Le E, c'est le monde. Le R, c'est le souffle. Encore le souffle. Et le Y, la synthèse des choses. Alors la première partie, le THI, c'est vous trouvez votre équilibre dans votre terre. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un lieu, vous avez besoin d'une terre pour trouver votre équilibre. Et quand je dis un lieu, c'est un vrai lieu, c'est-à-dire que vous avez besoin de votre territoire. Et un vrai territoire, c'est pas hypothétique, hein. Il faut que ça soit sensible, que vous puissiez toucher ça. D'accord. Donc vous avez besoin vraiment d'un lieu, hein, d'une racine, de quelque chose où vous puissiez vous retrouver. Alors derrière, on a le monde, le souffle et la synthèse, c'est-à-dire que vous pouvez être en quête.
c'est-à-dire courir autour du monde, chercher quelque chose, chercher un équilibre à l'intérieur du monde. Ce qui veut dire que vous pouvez être amené à voyager, à quitter un lieu particulier, à condition de savoir que vous avez un nid pour revenir. D'accord. Donc il vous faut un lieu que vous quitterez pour aller chercher un équilibre, et une fois que vous l'aurez retrouvé, vous retournerez dans ce lieu-là. D'accord. Voilà, mais ça veut dire qu'il faut ce lieu. Sinon, vous allez courir autour du monde pour le chercher. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai acheté un appartement il y a pas longtemps. Formidable. Voilà, et vous êtes amené à vous déplacer ? Oui, parce que je suis musicien, donc Eh ben voilà. et j'ai des projets justement, je me demande si je vais pas bouger vraiment loin même. Ben, ça, j'en doute pas une seconde. Donc oui, en tout cas avec le prénom comme ça, c'est pas de la voyance que je fais, hein, mais avec le prénom qui est comme ça, vous êtes porté à aller courir le monde pour trouver quelque chose à vous, quoi, pour trouver un équilibre. Mais par contre, il faut que vous ayez un pied-à-terre, c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que vous avez un endroit où revenir, un endroit où vous avez vos affaires, un endroit où vous avez des choses qui vous sont importantes. D'accord. Un nid, quoi. Mhm. Et là, il n'y a aucun problème, vous pourrez aller courir au bout du monde. Si vous n'avez pas ça, vous serez perdu. Ça veut dire que le nid il est important aussi. Ah, il est essentiel. D'accord, donc c'est important d'investir dans ce nid en fait. Ah, vous avez parfaitement raison de l'avoir fait, parce que ça vous donnera paradoxalement la possibilité de partir au bout du monde. Oui, quand je disais investir, je pensais à autre chose, c'était le fait de faire des travaux, d'améliorer. Oui, mais moi je pensais pas à autre chose, je pensais bien à ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un endroit où vous soyez capable d'y penser avec bonheur. Quand D'accord. vous allez vous retrouver à l'autre bout du monde et que vous pensez à votre lieu d'une manière agréable, vous ne serez pas perdu. D'accord. Mais pour ça, il faut que le lieu soit agréable. Bien sûr, et ça exclut que je le loue alors. Oh, après, vous faites comme vous voulez, ça dépend à qui vous le louez, mais non, ça exclut pas forcément. Mais il faut que vous sentiez qu'il y a un lieu qui vous appartient et que vous pouvez y revenir. Je comprends, ouais. Mais ça n'exclut pas le fait que vous partiez pendant un certain temps, hein. Mais en sachant que vous avez un endroit pour revenir. D'accord. Vous avez besoin de cette terre. Alors, le côté négatif, donc d'une certaine manière, ça, on en revient à la terre. Tant qu'elle n'y Voilà. a pas trouvé, il Alors, va voilà. chercher. C'est ça, le côté négatif, c'est si j'ai pas ma terre, bah je erre. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que je vais partir de lieu en lieu et sans avoir d'endroit où revenir. C'est vraiment un oiseau qui retrouve pas son nid, quoi. Donc il cherche. Alors je vais essayer de me faire des nids de substitution. C'est-à-dire que quand je vais être à l'hôtel, je vais amener mes décorations avec moi, si je puis dire, quoi. Je vais mettre un cadre au mur, je vais mettre quelque chose. Il va falloir que je me sente chez moi ailleurs. Mais c'est pas le fait de se sentir dans son assiette, c'est vraiment... Non, ça n'a rien à voir, ça. Ouais, d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est le fait de dire j'ai un lieu, je peux aller courir au bout du monde, mais il faut que j'ai une corde qui me retienne, quoi. D'accord. Il faut que je sache que je puisse remonter cette corde, quoi qu'il arrive, pour rentrer chez moi. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que bon là c'est un appartement donc c'est dans la région parisienne, mais il m'a fallu longtemps pour me décider à acheter. Mhm. Et dans mon idée, bon pour l'instant je peux pas financièrement, mais dans mon idée j'achèterais bien quelque chose justement dans le sud là dont vous parliez, si j'ai bien compris tout à l'heure, ou du côté dans l'Ardèche, je sais pas quoi, j'aimerais bien quelque chose de vieux, Oui, des racines, quelque chose de solide, quelque chose où vous allez vous trouver protégé, rassuré. D'accord. Bon, pour l'instant, Non, mais c'est déjà savoir que vous avez un lieu, c'est une bonne chose, hein. D'accord. Et le deuxième prénom n'a pas d'importance à part Non, il ça. n'a pas d'importance, il a de l'importance, mais parce que vous n'êtes pas nommé comme ça. Oui, Alors par contre, il y a des gens qui ont plusieurs prénoms, et c'est pas le premier qu'ils utilisent d'une manière usuelle. À ce moment-là, ça sera celui par lequel ils sont nommés qui est important. Si c'est le deuxième ou le troisième prénom, c'est celui-là qui va compter. Ouais. Alors Raphaël, c'est quand même intéressant, je vous le dis, parce que vous savez qu'il y a 7 archanges, Oui. et que chacun représente quelque chose. Le nom des archanges, en réalité, c'est des fonctions de Dieu, ils n'existent pas en tant que tels. C'est pour ça qu'ils se terminent par El, qui veut dire Dieu. Et la partie avant donne la fonction. Et Raphaël, ça veut dire celui qui guide et celui qui guérit. Il est représenté tenant un enfant par la main. Et c'est intéressant parce que guérir et guider, c'est la même chose. Ce qui veut dire que quand on est malade, c'est qu'on est perdu. D'accord. Donc ne soyez pas perdu. Ah, c'est intéressant ça.
C'est intéressant parce que je suis musicien et je vais vers la carrière de chef d'orchestre, alors celui qui guide, ça, Ah bah, formidable. ça correspond bien. Mais si c'est le deuxième prénom et qu'il est... ouais, enfin, c'est... Bah, je chipote peut-être, hein, mais comment dirais-je... Le fait qu'il a aucune... Enfin, il a une... Le fait qu'il existe n'a pas d'importance à partir du moment où il n'est pas nommé. C'est ça, c'est ça. Donc, C'est ça. Il a de l'importance parce que vous le portez quand même. Et s'il n'avait pas d'importance pour vous, vous m'en auriez pas parlé. Mais je veux dire que d'un point de vue de résonance, c'est vraiment celui par lequel vous êtes nommé. Regardez par exemple, quand vous discutez avec quelqu'un, hein, vous vivez en couple et on se donne des petits mots gentils, sauf quand on a quelque chose d'important à se dire. À ce moment-là, vous appelez l'autre par son prénom. Oui, non, mais puis de toute façon, un nom a une vibration. Bien sûr. Donc si cette vibration n'existe pas, bah, elle n'a pas de fonction particulière. Même si vous pouvez dire maintenant, moi dans ma fonction de chef d'orchestre, et ben maintenant je vais me nommer Thierry Raphaël. C'est un peu ce que je fais, d'ailleurs je signe comme ça maintenant. Ben, j'en étais sûr. Ce qui veut dire que donc vous voulez les deux fonctions, c'est-à-dire celui qui guide, celui qui guérit et qui a sa terre. En plus, vous allez courir à travers le monde, donc c'est bien, vous êtes en adéquation avec ce que vous faites. Hein. Oui, ça va demander beaucoup de travail personnel, mais j'en doute pas une seconde. La vie demande du travail. Oui. et c'est... J'ai une question en fait qui est moins personnelle parce que il y a par rapport au tout ça fonctionne, enfin toutes vos pensées, enfin tout ce que vous exprimez, ça fonctionne énormément par rapport à des symboles en fait. Aussi, oui. Et je me suis demandé si quelque chose qui en apparence a l'air très léger comme l'histoire d'Harry Potter avait pas une influence finalement sur les gens. Moi, je trouve ça assez distrayant, mais je me demandais si ça avait pas par exemple parler de la résonance du nom, et il y a le fameux Voldemort, donc celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc je me suis demandé si à travers une histoire très simple, je sais plus comment ça, Rowling, je crois, elle a pas fait passer des idées un peu plus profondes. Écoutez, je sais pas, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu, je pense pas. Je pense que bon, on a repris un peu l'imaginaire, un peu des contes divers et multiples. On a mélangé beaucoup de choses, hein. Donc c'est un peu en mélangeant beaucoup de choses, on arrive à faire une formule qui fonctionne, quoi. Je pense, hein. Oui. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas trouvé à l'intérieur des sens cachés aux choses. Oui, non, je ne vais pas jusque-là, non, mais simplement elle évoque des idées qui sont... Alors par contre, dire que c'est dans l'air du temps, ça c'est autre chose. Et qu'on risque de voir de plus en plus de films, de livres qui parlent de ça, bah c'est probable. Oui. Pour les bonnes raisons que les gens sont pas satisfaits de ce monde et qu'ils en cherchent d'autres. Donc un monde magique, on pourrait agir sur notre environnement, formidable. On cherche tous la baguette d'Harry Potter. Oui. On rêve tous en voyant voler sur un balai. Donc je pense qu'on a ces clés-là. Mais moi je reste convaincu par contre que les contes traditionnels, eux véhiculent vraiment quelque chose, parce qu'ils ont été faits pour ça. Blanche-Neige Oui, Blanche-Neige, tous les contes de Grimm, hein, déjà, mais d'autres contes, les comptines aussi, des comptines enfantines, hein, qui sont très intéressantes, mais qu'on entend dans la langue des oiseaux. Hein. Par exemple, la souris verte qui courait dans l'herbe. Hein. Déjà, ça veut rien dire. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une souris verte, c'est peu probable. Oui. Puis on la trempe dans l'huile, puis on la trempe dans l'eau, et puis on la met dans un tiroir, elle trouve qu'il fait trop noir, elle fait 3 petites crottes, et puis après ça fait un escargot tout chaud. Hein. Ça veut rien dire du tout. Hein. Sauf si on le regarde d'un point de vue alchimique, et là peut-être qu'il y a une clé. Parce qu'on sait que la couleur verte, c'est la couleur de la connaissance des choses cachées, si l'herbe est verte, c'est le printemps. Et puis on la trempe dans l'huile, bah, l'huile ça représente le soufre, on la trempe dans l'eau, ça représente le mercure. Et bien sûr, nous la clé de la pierre philosophale, c'est d'ouvrir le cercle pour rectifier la matière et que la lumière rentre dedans. Et quand on prend un cercle et qu'on l'ouvre, ça fait une spirale. Et cette spirale, bien sûr, on peut l'obtenir qui est à l'intérieur du creuset. Donc il faut que ça soit chaud, donc un escargot tout chaud. On appelle ça l'escarboucle, le carbonculum, charbon ardent. Donc là, ça a une autre signification, surtout si je la monte à ces messieurs et que ces messieurs sont messieurs. Ah oui. Vous voyez. Ah oui, cette fameuse façon de prendre les mots et de voir ce qu'ils contiennent. Voilà, oui. C'est la langue des oiseaux. Bon, mon ami Pierre O, ça nous dit forcément quelque chose aussi. Ah oui, Pierrot, oui. Ah bah évidemment.
Et s'il a perdu son champ d'aile, c'est normal que son volatile se fixe et qu'il ait plus de feu. Ça veut dire aussi que pour son évolution personnelle, relire les contes de Grimm, ça peut être Mais intéressant. évidemment, ça fait pas l'ombre d'un doute. Déjà, ça nous fait du bien de lire les contes de Grimm parce que ça nous remet dans un imaginaire, ça nous remet dans une féerie extraordinaire. Et en plus, il y a un vrai message à l'intérieur. Il y a un vrai message. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait 7 nains dans Blanche-Neige? C'est pas un hasard quand même. Bien sûr. Et ainsi de suite. Vous faites de la musique, donc les clés musicales doivent ne pas vous être étrangères. Oui, non, bien sûr. Ouais. Donc, si Il y en vous a avez... 7, oui. Oui, bon, et puis si vous Il y en avez a une 7, portée... il y a 7 notes dans la gamme. Voilà. Il y a aussi 12 avec Tout à fait. la musique, elle est basée sur le décaphonie, sur 12 sons en fait. Tout à fait. À partir desquels sont faites les gammes majeures et mineures. Tout à fait. Mais il y a aussi une clé qui est très intéressante, c'est que quelque chose qui empêche la circulation de l'information fait résistance. Et donc, pour éviter que ça fasse résistance, il faut le mettre en solution. C'est pour ça qu'on cherche une solution. Et ben, vous avez une clé musicale qui permet de faire ça, puisqu'on prend de bonnes résolutions, donc de bonnes résolutions. Ah oui, j'ai un livre comme ça sur. Formidable. Vous connaissez ce livre sur les symboliques de la gamme? Non. Il y a un livre avec où il parle de résolution. Ah bah c'est ça. Bah, oui, on parle de la super. même chose. Mais nous, on l'utilise en alchimie, bien sûr. Ah oui, c'est passionnant. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. On se voit bientôt parce que j'ai pris rendez-vous justement pour un de vos stages. Chouette. Bienvenue. Merci. Est-ce que c'est possible que je vous parle en antenne un instant ou pas? Ah non, pas possible, Thierry. C'est pas possible. Bon bah tant pis, bon, de toute façon je vous remercie bien. Je vous en prie. Et bonne fin d'émission. On va faire ça. Au revoir, Thierry. Au revoir, merci beaucoup. Et on reviendra pour les prénoms pour ceux et celles qui nous écoutent d'ici quelques minutes. On y reviendra, on finira par le plaisir comme ça distrayant de l'étude des prénoms avec la langue des oiseaux. Nous accueillons Wei. Oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Moi aussi j'ai un peu écouté et je me suis endormi. Mais bon, je vous appelle parce que j'ai quelques questions à vous poser, notamment sur le prénom, mon prénom, si ça vous dérange pas, W-A-Y. Oui, mais alors commence peut-être par l'autre question que tu as souhaité poser avant d'en venir au prénom. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon, pour un peu situer le contexte, je ne sais pas s'il y a besoin. Je suis né en 52 dans une région où la France a occupé, c'est à côté de Haiphong, c'est à côté, juste avant Dien Bien Phu, 2 ans avant. Donc je voyais pas mal une ambiance de guerre qui est assez difficile. Donc après Dien Bien Phu, on a dû déménager dans le sud, vers Saigon. Non, vers Phnom Penh, donc oui, Saigon. Et là, j'ai développé, à l'âge de 2 ans et demi, on croyait que c'était justement, on parlait de magie et de magie noire, tout ça. J'ai développé un abcès de cerveau où j'étais devenu complètement aveugle et irrécupérable d'après la médecine française à l'époque. J'étais trépané à vif. Donc pendant cette période où mes parents ont complètement occulté cet événement par la suite, parce qu'ils ils savaient plus combien de temps ça a duré, mais en tout cas ça a duré quelques mois d'angoisse terrible sur moi, parce que j'étais trépané, encore une fois, à vif plusieurs fois, soigné par des chamans, donc tout un mélange d'acharnement thérapeutique, même à 2 ans et demi. Je l'avais pas choisi. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien, si on m'offrait la possibilité, c'est de partir de l'autre côté plutôt que de rester ici, parce que ma vie n'a aucun sens pour l'instant. C'est d'où mes angoisses à répétition. Donc pendant 19 ans, mes parents m'ont encore dénigré. C'est-à-dire que je suis revenu à la vie, mais ils m'ont comparé à un frère plus jeune, qui était plus beau, plus intelligent. J'étais le débile de la famille, voilà. Donc pendant toute mon enfance, j'ai eu des angoisses terribles, je ne pouvais pas les exprimer, et maintenant je suis en thérapie, mais je les exprime, mais j'ai terriblement d'angoisse, et d'après le monde un peu psychiatrique, ils me disent que j'ai la folie du doute, c'est-à-dire que ce que vous avez dit tellement rapidement. Par exemple, pour 3 lignes de mathématiques, j'étais en grande école à Lyon, à l'INSA de Lyon. Je rendais une page blanche et j'étais en état d'excitation maximale. C'est-à-dire que j'annulais tout. C'était la folie du doute. Et depuis, ça a un peu diminué.
corporellement, je vis très difficilement en incarnation, je dirais, pour employer bien un langage comme ça. J'ai essayé de méditer, mais ça n'a pas donné ce qu'il fallait. Donc la circulation de l'information dans le cerveau, je pense que ça a été... ça crée beaucoup de blocages et de perte d'énergie à mon niveau. Et j'étais intéressé aussi à l'alchimie, mais vous voyez bien que quand si je comprends au ralenti ou même à l'armée, on m'a déclaré inapte au service, je voulais m'engager dans la marine nationale, n'est-ce pas? Mais bon, avant, j'étais pas naturalisé, malgré que je sois né en Indochine. Voilà. Alors, voilà. Donc, d'accord. j'ai des angoisses terribles le matin, parce que le matin, je suis épuisé, j'ai pas d'énergie. D'accord. Quelle serait ta question, ouais, alors. Voilà. Et comment faire face, quelque part, à ce démon presque de 2 ans et demi, que je qualifie, parce que c'est un peu ça, c'est tous ces symptômes de peur de la matière, surtout la terre. D'accord, donc... Et comment D'accord, tu demandes son point de vue à Patrick Bernstein, savoir comment lui, justement, de par sa philosophie, il appréhenderait ce que toi t'as pu vivre. Voilà. Moi, je pense que on est évidemment aujourd'hui l'aboutissement de tout ce qu'on a vécu. Ça fait pas l'ombre d'un doute. L'aboutissement de tout ce qu'on a vécu. Par rapport à cette vie. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que oui, vous avez vécu des choses difficiles, oui, mais aujourd'hui, vous êtes dans un moment présent. Et oui, je pense c'est ce que disent beaucoup de philosophes, de guides. Voilà, et je pense que oui, chacun vit des épreuves, hein, vous les avez vécues, vous êtes passé au travers, vous êtes aujourd'hui dans un moment présent, et moi je recommencerai aujourd'hui comme neuf. C'est-à-dire sans tenir absolument compte, même si c'est pas facile, hein, des choses que vous avez vécues, et de dire à partir de maintenant, eh ben voilà, je suis dans le monde présent, qu'est-ce qui me rend heureux à l'intérieur de ce monde, sans tenir compte du regard des autres. Alors, rien, justement. Voilà. Ah oui, mais rien. Non, mais parce que vous n'avez pas cherché, vous tournez en boucle. Oui. C'est-à-dire que quand on est tourné vers ses souvenirs, on ne vit pas son présent. Non, là, parce que je vous raconte pour le, comment on appelle ça, pour la compréhension. Pour les circonstances, pour la compréhension. Mais quand je suis avec moi-même, j'ai cette angoisse qui me fait fuir de la maison. En plus, je suis le contraire de Thierry qui était juste avant. J'ai même pas un nid où me poser. D'ailleurs, j'ai peut-être peur de ce nid. Oui, voilà. Oui, je comprends. La seule manière, je dirais, de sortir de ce genre de boucle infernale, c'est c'est bien sûr de vivre le moment présent et de regarder vers l'extérieur. C'est-à-dire d'arrêter effectivement, quand vous êtes face à vous-même, c'est là où vous avez des angoisses. Oui. Donc l'idée, c'est de dire, je suis pas face à moi-même, je regarde vers l'extérieur. Alors ça peut être aussi stupide que compter les feuilles d'un arbre, hein, ou quelque chose comme ça, mais qui attire votre attention ailleurs. Oui, mais quelque part, en moi, je me suis dit, j'ai essayé de pratiquer ça. Je pratique sans arrêt. Je suis comme un fou furieux qui cherche la solution. Non, mais je crois qu'il faut pas. Je me rends coupable d'être obligé, à mon âge, d'aller chercher, parce que je suis dans la possibilité de travailler, d'aller chercher dans la nature quelque part. C'est pas ma tête. Quelque part, on dirait que c'est pas ma nature, vous voyez. D'être obligé d'aller dehors pour dire, mon Dieu, là, l'angoisse s'en va. Non, c'est invivable, vous vous rendez compte? Moi, j'ai plein de choses. J'ai des sacs que j'accumule, que je n'arrive même pas à mettre la main dessus. Tout est. Il y a autre chose aussi, il y a autre chose à faire. Mais tout est lié. Bien sûr. Le cercle vicieux. Mais s'il te plaît, si tu pouvais laisser au moins finir ce que Patrick a à te dire par rapport à ça, il te donne lui sa vision de ce qui pourrait peut-être être utile. Oui. Mais écoute-le du début à la fin. Voilà, il y a autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on vient ici dans ce monde avec le véhicule le plus adéquat pour faire ce qu'on a à faire, même si ça nous plaît pas. Aïe. Eh oui. Imaginez, la dernière chose que j'ai à faire, moi, on a parlé un peu d'âme, on a parlé un peu d'émotion à l'intérieur. Moi, la dernière chose que j'ai à faire, c'est de bouger ma main droite. Donc, je pourrais imaginer de choisir un corps dont la seule chose qui fonctionne, c'est la main droite. Alors évidemment, quand je vais me retrouver dans ce corps-là et que je vais voir les autres qui courent comme des lapins, je vais trouver ça injuste. Oui. Je vais dire pourquoi eux ils courent et pas moi. Oui. Mais si je comprends ça, et si j'accepte ça, et que je dis, ce corps est fait pour ce que j'ai à faire, et que je bouge ma main droite, alors je suis sauvé. Oui, mais il y a l'environnement qui vous oppresse. Vous savez très bien qu'on vit dans un environnement où sans argent,
on est rien. Quelque part. Ça c'est possible. Et donc, ce que vous venez de dire, vous avez comparé un peu par rapport à l'extérieur. Moi, mon mental, il me fait comparer, par exemple, que je ne suis pas capable, même pas de lire les contes de Grimm en entier, je ne suis même pas capable de me concentrer. Ça me fout un truc terrible. Je comprends, mais dans l'âme. Je comprends, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, bon, c'est un peu, je dirais difficile de dire ça. On va pas dire vous avez choisi ça, mais on va dire que vous êtes dans les circonstances les plus adéquates pour faire ce que vous avez à faire. Ah, faut-il savoir? Non, c'est la seule manière, c'est de se laisser porter par et arrêter d'analyser le pourquoi du comment des choses. D'accord. Hein, c'est comme on trouve injuste qu'il y ait des enfants qui meurent en bas âge. C'est injuste. Ça, dans mon esprit, je ne trouve pas injuste. Moi, je trouve ça injuste, mais je veux dire, on pourrait trouver ça injuste, mais si la personne qui J'aurais préféré mourir à 2 ans et demi, justement. Et vous seriez revenu autant de fois que nécessaire tant que vous n'auriez pas fait ce que vous avez à faire. Ce n'est pas grave, peut-être ce serait plus léger. Ou peut-être ce sera pire. Diluant, comme vous dites, en solution. Ou peut-être ce serait pire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, enfin il y en a deux que j'aime bien. La première, c'est quand tu te plains que les épines ont des roses, que les roses ont des épines, oui. Réjouis-toi plutôt que les épines aient des roses. Que des épines et des roses. Oui. D'accord. Et il y en a une autre, c'est Victor Hugo qui met ça dans la bouche d'un de ses héros dans Les Misérables. Il lui dit, quand tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Et si on n'a rien? Vous avez forcément quelque chose. Votre corps, vous êtes le dieu de votre corps. Oui, c'est ce que beaucoup de disent. Savez, moi, j'ai regardé beaucoup les Upanishads. Non, mais vous savez, je vais vous dire une dernière chose. Oui. C'est que. Regardez, hein. Je vais vous dire une dernière chose. C'est que tous les êtres humains qui sont sur Terre sont tous des vainqueurs. Vous aussi, hein. Ah bon? Mais je vous rappelle qu'il y a des milliards de spermatozoïdes qui sont partis, et il y en a un seul qui est arrivé. C'est vous. Oui. Bah donc, hein, et alors, vous vous rendez compte, vous êtes le meilleur. Vous êtes forcément le meilleur, puisque vous avez dépassé tous les autres en intelligence, en vitesse, en force. Donc vous êtes un vainqueur. Non, vous parlez du passé, là, encore. Non. Mais non, aujourd'hui, vous êtes un vainqueur. Vous êtes toujours là, vous êtes passé à travers... Non, ma naissance, c'était bon, ça tombait bien, ça tombait le 5 avril. Et le jour en calendrier chinois, c'est le jour de la fête des morts. Bon, d'accord, je suis d'accord avec vous, j'étais le vainqueur. Eh ben voilà. Mais le temps passe. Mais ça change rien. Mais ça change rien. Mais même au moment présent, vous n'êtes pas là par hasard et par conséquent, rien ne changera au fait que vous êtes dans le véhicule le plus adéquat pour faire ce que vous avez à faire. Pour faire ce que j'ai à faire. Oui. Encore faut-il avoir sa ligne de son chemin de vie devant on va en parler, ouais. En attendant, puisque tu voulais aborder ton prénom, ça sera le dernier avant qu'on y revienne plus tard dans la dernière demi-heure qui reste. Oui, rapidement, W-A-Y, c'est le prénom. Je peux préciser que mon père, je pense qu'il est un peu, au moment de la naissance, un peu dans les étoiles, il a mis le soleil à côté de l'homme. C'est en écriture chinoise ancienne. L'homme à côté de Wei, ça se prononce la même chose, mais ça veut dire la vaillance, d'accord? Et il a mis le soleil, ça devient la voie lactée. Mon frère, qui est né 6 ans après moi, on l'a mis Yu, c'est-à-dire l'univers. Bon, ça c'est un peu... Normalement, on a 2 prénoms qui suivent, mais là, il y a un seul. Et une amie me dit Milky Way. Mais c'est lourd sur les épaules quelque part. Hein. Voilà. Oui. C'est pour jouer un peu sur les mots, mais bon. On passe notre temps ici à jouer sur les mots. Comment? On passe notre temps ici à jouer sur les mots. Oui, c'est ce que j'ai vu. Mais bon, ça peut être intéressant, mais si ça peut déboucher sur une énergie nouvelle en chacun de nous. Je vais vous donner votre prénom. Oui. Donc le W équivaut à un V. Hein. Ça veut dire ramène en un point. C'est la chose très précise. Derrière la lettre, ramène en un point, quelque chose de très précis. Oui. Ensuite, on a le A qui est la règle. Et ensuite, on a le Y qui est la synthèse. Oui. Donc c'est sûr qu'avec un prénom comme ça, vous allez chercher en permanence entre la règle et la synthèse. Donc vous allez vous poser des questions toute votre vie. Oh non, c'est terrible. C'est le travail du mental inutile. Non, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui ai choisi le prénom. Donc vous cherchez quelque chose de tellement précis, tellement particulier,
que vous pouvez passer toute votre vie à vous poser des questions. Alors ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté et la manière de vous sortir de ce prénom, c'est la dernière lettre, le Y, qui est la synthèse. C'est-à-dire 2 en 1, rassembler ce qui est épars. Donc on ne pourra se sortir de ce prénom que si on rassemble ce qui est épars. Bah oui, le psychisme ça a été éclaté. Hein, voilà. Et rassemblez ce qui est épars à travers ce prénom et vous vous arrêterez de vous poser des questions. Et à la seconde où vous arrêtez de vous poser des questions, vous pourrez vivre dans le moment présent. C'est ce que dit le prénom. C'est ce que dit le prénom. Oui. Donc moi j'ai toujours l'impression que personne sur Terre, ni même Dieu, ne peut m'aider. Oh, c'est très présomptueux. À ce rassemblement. Et maintenant, je vais me faire aider. Est-ce que c'est possible, à votre avis? Il y a pas. Bien sûr. Pourquoi ce serait pas possible? Parce que j'ai pas confiance dans le genre humain qui m'a un peu charcuté comme ça. Ayez confiance en vous. Même pas en moi, justement. Je vous ai dit que ce qui s'est passé, c'est mes parents m'ont foutu la confiance en éclat aussi. Non, mais je comprends. Mais là, justement, la clé du prénom, c'est rassembler ce qui est épars. Rassembler ce qui est épars. Arrêtez de fractionner, rassembler. Bah oui, c'est un peu le supplice de ce 21e siècle pour pas mal de gens. Vous êtes particulièrement là pour ça. Voilà, oui. Oui. Et est-ce que je peux vous demander comment... Bon, à part... Non, excuse-moi, mais là, il nous reste à peine 20 minutes. J'aimerais qu'on accueille Michel qui est en attente et j'ai une question à poser, notamment à Patrick. Ah, merci. Donc, merci de ton intervention. Oui, c'est moi. Et bonne fin de journée. Oui, bonjour. Au revoir. Au revoir. Et nous accueillons Michel. Michel, bonsoir. 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 C'est tout à fait passionnant, votre émission. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, oui. J'ai pas tout à fait bien suivi. C'est un petit peu la recherche de la pierre philosophale, c'est ça? Alors, c'est la recherche de la matière première de la pierre philosophale. D'accord. Et alors, vous avez dit que cette recherche, elle devait avoir lieu à un moment bien précis entre le bélier et le taureau. Tout à fait, je vais vous expliquer. Déjà, le nom de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, il faut savoir que c'est un pèlerinage pré-chrétien d'abord. Hein. C'est-à-dire que ça se faisait avant que la chrétienté existe, donc avant que Saint-Jacques existe. Et ensuite, quand la chrétienté est arrivée, ils ont vu qu'il y avait ce pèlerinage qui allait là, ils ont dit, on va le christianiser, et donc on fabrique la ville de Saint-Jacques. Et ça fonctionne un peu comme une nasse, où là, les gens qui allaient en pèlerinage passent forcément par là. Et l'idée, à l'origine, d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a quand même une coquille Saint-Jacques, donc qui dit coquille Saint-Jacques dit bord de la mer quand même. Et vous remarquez que Saint-Jacques n'est pas au bord de la mer, mais c'est à 70 km à peu près. Donc celui qui va faire le pèlerinage ne doit pas s'arrêter à Saint-Jacques, mais il doit s'arrêter au bord de la mer. Et pour ce faire, il va suivre un certain nombre de chemins sur la quête de l'œuvre. On sait que pour commencer l'œuvre, c'est l'œuvre au noir. Et il y a une ville qui s'appelle Negrera, qui veut dire la noire. Et après, on continue le chemin et on arrive sur un village qui s'appelle Hermo de Arriba, l'arrivée d'Hermès. Donc si on n'a pas compris quand même. Hein. Et bien sûr, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, Compostella, ça veut dire les étoiles. Oui. Voilà. Et Compostella, ça veut dire les étoiles dans le compost. C'est-à-dire les étoiles à l'intérieur de la terre. Ce qui veut dire par là qu'il va falloir aller sur une plage, puisqu'on est au bord de la mer, et qu'il va falloir trouver des pierres, des minéraux qui ressemblent à des étoiles tombées sur la terre. Alors on s'aperçoit que sur certaines plages, il y a un matériau qui sont des nodules polymétalliques. Hein. Quand on casse ça, à l'intérieur c'est tout étoilé. Ce métal c'est de l'antimoine. Mais il n'est pas de cette plage. Il vient de la mer. Et il y a un courant marin qui le ramène sur la plage, mais à certaines périodes de l'année, seulement entre le bélier et le taureau. Donc c'est pourquoi, d'ailleurs c'est marqué dans les textes, hein, on dit on commencera l'œuvre entre le bélier et le taureau, en dehors du fait que c'est aussi le moment où on ramasse la rosée, mais c'est un moment aussi où on va aller chercher. Parce que si on ne vient pas à cette période, il n'y a pas de courant marin, on ne trouve pas la matière première. Voilà, alors j'ai retenu cette date du fait que moi-même j'aurais dû naître bélier, je suis né taureau, c'est-à-dire l'accouchement a été arrêté, et donc je suis né le lendemain, le 21 avril, j'étais taureau. Et vous êtes au Dauburn de l'œuvre. Avoir en 2 minutes, parce qu'on me disait que vous deviez parler d'autre chose aussi. Si vous pouvez me dire, Michel, à quoi ça correspond le prénom? Allez, vas-y Michel. Dès le dernier, après on va stopper un petit peu parce que sinon ça va être trop long. Vas-y.
Alors Michel, bon, bah, bien sûr, déjà, hein, c'est le gardien de la voie du milieu, donc c'est pas mal quand même, hein, le prénom, hein, puisque c'est une déformation qu'on va avoir de Michael. Hein. Alors, je vous le donne lettre par lettre. Le M, c'est la création. Le I, c'est l'unité. Le C, c'est le corps. Le H, c'est l'équilibre entre le haut et le bas. Le E, c'est le monde. Et le L, c'est le mouvement dirigé. Donc, on peut dire avec les premières lettres, le MI, c'est la création de l'unité dans le corps. C'est-à-dire que vous cherchez un équilibre à l'intérieur de votre corps, à condition que vous trouviez votre juste place dans le monde. Donc, vous avez besoin d'être connu à votre juste place. Si vous trouvez votre juste place dans le monde, à ce moment-là, vous êtes capable de tout. C'est-à-dire que le monde fonctionne derrière, on a le E et le L qui est le mouvement dirigé. Ça veut dire que vous tracez votre chemin, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous n'avez pas votre place, alors c'est votre corps qui prend. C'est-à-dire que c'est physiquement que vous allez somatiser si on ne vous donne pas votre place. Oui, j'ai des problèmes thyroïdes, par exemple. Évidemment. Donc, la seule manière, c'est d'être reconnu à votre juste valeur. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous acceptiez d'être reconnu à votre juste valeur. Hein. Dans votre cas, moi je dirais accepter les cadeaux. Hein, ça peut être une bonne chose aussi. C'est-à-dire quand on vous dit quelque chose ou quand on vous donne quelque chose, ça cache pas forcément quelque chose. Hein. C'est peut-être parce qu'on a juste seulement envie de vous faire plaisir. Voilà, donc je dirais, avec ce prénom-là, si on veut être bien dans son corps et pas avoir de problème, parce que l'équilibre va être trouver votre place dans le monde. Hein, vous avez une idée de votre place dans le monde ? Oh bah écoutez, ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais des études médicales, de psy, etc. Ouais. Donc voilà, bon, je pense que dans ce domaine-là en France, quand on est un petit peu en dehors des sentiers battus dans la médecine, on a un petit peu du mal. C'est vrai, oui. Donc bon, en ce moment, je me suis pris une année sabbatique, je fais de l'anglais et je dois partir un petit peu aux États-Unis et ailleurs. Formidable. Moi, je pense que vous cherchez ça, et à la seconde où vous aurez trouvé votre juste place, vous n'aurez plus de problème de thyroïde. Alors après, parce que le MI au début, c'est la création de l'unité hein, à l'intérieur du corps. Donc vous cherchez un équilibre. Hein. Et un équilibre absolu. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de demi-équilibre. Hein. Ah tout à fait, c'est 0 ou 1. Ah bah c'est ça, mais souvent, quand on met la barre trop haute, c'est 0. Oui, c'est vrai, mais on est récompensé quand c'est le 1. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quelquefois, il est bien que ça soit bien à 90%, et peut-être après on va gagner quelques points, plutôt que de ne rien avoir pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que vous allez vous contenter de médiocrité. Hein. Loin de là, c'est pas possible pour vous. Hein. Non. Donc je pense même pas à cette hypothèse. Mais Non. Des fois, vous êtes un peu dur avec vous. Oui, je l'ai été très, oui. Voilà, et je pense que moi c'est une excellente idée que vous avez d'aller courir un peu le monde. Et peut-être vous trouverez un endroit où vous allez parfaitement être à votre place et c'est comme la pièce d'un puzzle qui va se mettre en place. Et je me disais, mais vous alors qui êtes dans le 1 à 99%, Oh, vous me flattez. eh ben, alors je serais curieux d'entendre votre nom, Patrick, finalement. Ah oui, mais enfin... Alors Patrick, P c'est le père, la transmission, le A c'est la règle, le T c'est la terre, le R c'est le souffle, le I c'est l'unité, le C c'est le corps et le K c'est l'unité cassée. Et donc ça veut dire en gros, on doit transmettre la règle qu'on a reçue dans la terre, c'est-à-dire réaliser quelque chose, et le souffle de l'unité ira dans le corps. Ce qui veut dire que les Patrick, s'ils ont reçu quelque chose, alors ils ont tendance à le transmettre. S'ils n'ont rien reçu, ils ont tendance à le transmettre aussi. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui parlent tout le temps pour rien dire. Ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est que s'ils ont reçu quelque chose, eh ben, ils vont pouvoir le transmettre. S'ils ne le font pas, ça casse leur corps. Oui, si je ne me trompe pas, entre l'alchimie et la terre, il y a une relation. Quoi. Ah bah forcément, bien sûr, puisqu'on part de la terre pour aller vers la lumière. Donc vous n'êtes pas trompé alors de parcours. C'est une bonne nouvelle. Mais bon, je ne vais pas inverser les rôles. Non, mais je vous en prie, je réponds à vos questions. Alors écoutez, je vais vous laisser parce que je suis comblé par rapport à vos réponses. Écoutez, je vous remercie. Et puis puis je vous souhaite continue à vous écouter. un excellent voyage et avec toutes les chances de trouver votre juste place.
Voilà, et puis grâce à Internet, je pourrais toujours continuer à vous écouter quand vous passez. Bah écoute, avec plaisir. Allez, merci. Au revoir, Michel. Au revoir. Alors, Patrick, sur le dernier quart d'heure à peine qui reste, je voulais qu'on aborde les prénoms, mais bon, hein, on contrôle partout, il faut savoir accepter, comme tu le disais, ce qui est, vivre le moment présent. Alors, j'aimerais qu'on aborde une question qui est à mon sens importante. Parmi ceux et celles qui ont laissé passer cette lumière, qui ne sont finalement, qui n'ont plus cristallisé des nœuds dans leur corps d'une certaine manière, qu'ils ont rendu leur ego malléable, qu'il est existant mais très souple, on va dire. Quand ces personnes-là réussissent à être dans cet état d'esprit du vivre le moment présent, ils sont d'une certaine manière donc des vecteurs par lesquels cette lumière circule. Alors, on pourrait même dire cette lumière ou cette force de vie, ce fleuve de la vie, et ils ne sont quelque part plus eux-mêmes, ils ne sont que les serviteurs de cette force, de cette lumière d'une certaine manière. Pourrait-on dire? Oui, je ne vais pas dire qu'ils sont plus eux-mêmes, ils sont eux-mêmes justement. Ils sont enfin, ou plutôt ils sont enfin un. Et c'est sûr qu'ils vont fonctionner non pas comme un individu, mais comme une collectivité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne vont pas parler de leur corps, mais ils vont parler de ce corps, généralement. Et c'est des gens qui vont plus être du tout dans l'action. C'est-à-dire qu'ils vont s'asseoir sur un arbre ou sous un arbre et qui vont rester des mois immobiles. Parce que ils ne vont plus se mêler de l'agitation du monde. Mais en tant que vecteurs, c'est-à-dire transparents, récepteurs de la lumière, ils vont rayonner sur les autres. Sans volonté de le faire d'ailleurs. Ils vont avoir aucun désir, donc aucun pouvoir en disant « regardez comme je rayonne sur vous ». Non. Leur seul contact, le seul approche va suffire pour rectifier ceux qui sont à côté. Donc on va avoir des miracles. Si on peut dire qu'une maladie est une résistance au passage de l'information, si on a une pression de la lumière, et cette lumière rentre à l'intérieur d'un corps, ça va rectifier ce corps et la personne sera plus malade. Donc c'est ça un miracle. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi des saints. Maintenant, un saint peut être aligné, mais rester dogmatique quand même. C'est-à-dire qu'il est aligné en fonction de sa croyance. Donc ça veut dire que son énergie ne sera transmissible qu'à ceux qui partagent la même foi. Et à ce moment-là, on a la notion de la communauté ou de la communion. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui meurt dans cet état-là, son corps va rester aligné, même s'il est mort. Donc on pourrait imaginer que des parties de son corps, ses os, ses dents, ce que vous voulez, sont un espèce de filtre qui va capter cette lumière. Et ça explique pourquoi à chaque fois qu'on va construire un monastère ou une église, la première chose qu'on doit faire, c'est mettre une relique. Et qu'est-ce que c'est la relique? C'est un morceau d'un saint qu'on va mettre à l'intérieur d'un autel. Si l'église est faite correctement, ou la cathédrale, ou le temple, la lumière, l'énergie du lieu, reste à l'extérieur. Et on ne la fait rentrer qu'à certains endroits. Par exemple, au-dessus du maître-autel. Pour ça, on va utiliser une forme géométrique qui va être le demi-dôme, avec 8 arches. Et si on a 8 arches, elles vont concentrer la lumière dans son centre, vont venir frapper le maître-autel, passer à travers la relique, et donc teinter cette énergie indifférenciée du dogme ou de la communauté. Et ce qui veut dire que maintenant, seuls ceux qui partagent la même croyance vont pouvoir utiliser cette énergie. Alors à tel point, c'est qu'il était et il est impossible de fabriquer un lieu sacré sans mettre de reliques. Donc, au Moyen-Âge, par exemple, quand on faisait un monastère, il était très fréquent qu'il y ait des commandos de moines qui attaquent un monastère pour récupérer des reliques pour monter le leur. Il y avait des guerres totales de reliques. C'est pour ça qu'il y a eu des faux dans les reliques hallucinants. Je veux dire, les morceaux de la vraie croix, on ferait 2 fois la distance de la Terre à la Lune. Le nombre de clous, c'est des sceaux, et ainsi de suite. Il y a même des endroits où on dit qu'on a vu le pied d'un saint adulte et enfant dans le même reliquaire. Bon. Il y a même une ampoule qui contient les nuées du vendredi saint ou le lait de la Vierge. Donc tout ça, c'est pour pouvoir, entre guillemets, teinter une énergie de cette croyance. Parce que le saint devient un relais, devient un point de moindre résistance dans l'univers par où va pouvoir passer la lumière. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que même si le saint est mort, c'est-à-dire que son âme est partie, il est très possible que son corps ne se décompose pas. Parce que la lumière ambiante continue à pénétrer à l'intérieur de son corps. Donc même si la vie n'est plus en fonction, le schéma de son corps reste alimenté, et donc il ne se décompose pas. Alors en plus, la lumière qui passe dedans, c'est pas seulement de la lumière, c'est harmonieux. Donc on pourra avoir l'harmonie, c'est pas seulement du toucher, ça peut être aussi de l'odeur, donc on aura l'odeur de sainteté.
On va avoir aussi des cercueils qui se remplissent d'eau, qui arrivent de nulle part. Donc on peut avoir des matérialisations agréables liées à la résonance harmonique qui est filtrée à travers le corps du saint. Alors c'est intéressant parce que je pense à Rocamadour par exemple, qui n'était pas du tout un saint chrétien d'ailleurs. C'est qu'à l'origine il y avait une falaise perdue au milieu de nulle part, et puis il y avait un ermite qui s'est installé à l'endroit le plus inaccessible possible, et il s'est installé dans une grotte. Et en tant qu'ermite, il pouvait être en parfait accord. Un saint n'a pas forcément besoin d'une cour, hein. Il peut être en parfait accord avec le lieu, avec la nature, se rectifier tout seul avec le lieu, et c'est ce qui s'est passé. Et donc il est mort. Après. Et quelques années après, ou quelques siècles après, il y a des pèlerins qui passaient sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passent au pied de cette falaise, et puis il y a un orage, et donc ils se réfugient à l'intérieur de la grotte, et ils trouvent le corps non décomposé. Alors il faut savoir que dans le lieu, il y a des énergies particulières, mais seulement à cet endroit-là. Alors ils vont voir l'évêque du coin, en disant, il y en a un qui n'est pas décomposé, lui il saute sur l'occasion, sur l'aubaine, en disant, quelqu'un qui n'est pas décomposé, c'est un saint. Et donc on le remet un saint chrétien. Il faut savoir que cet endroit s'appelait Rorquamadre, c'est-à-dire le roc de l'amour, et on en a fait Rocamadour. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a déplacé le corps, il s'est décomposé parce qu'il n'était plus alimenté, entre guillemets. Par le lieu, l'énergie voilà, par du le lieu lui-même. Alors, si l'être humain est amené, d'une manière générale, à être ce vecteur de la lumière, du fleuve de la vie, de ce qu'elle est en essence, et que finalement, tu nous disais, oui, on est nous-mêmes dans cet état-là, ce qu'on doit être réellement, sans justement ces fameuses étiquettes, ces préjugés, ces conditionnements. Nous ne sommes plus qu'un vecteur, on laisse libre cours à ce qu'on doit être. Et qu'on arrive d'une certaine manière à contrôler la matière, puisqu'on parle de miracle, de disparaître, ou peut-on peut-être penser qu'il y a un moment donné où l'humanité, dans son ensemble, arriverait à quelque part à avoir un bon nombre d'êtres humains qui arrivent à cet état d'esprit et qui puissent arriver d'une certaine manière à ne plus avoir peut-être besoin des machines, à juste par la pensée créer ce dont ils ont besoin? Oui, pourquoi pas. Après, on pourra se poser la question de pourquoi créer quelque chose. Dès l'instant que si on est pure énergie, à ce moment-là, on n'a plus besoin de rien créer. On n'a plus besoin des autres, alors peut-être aussi. Mais il n'y a plus d'autres. Donc la question ne se pose pas. On a justement cette réintégration, on n'a plus besoin de matière, on n'a plus besoin de différence, on n'a plus besoin d'action. Là, on parle de corps de lumière qui s'intéresse à la matière. Non, c'est de le réalourdir. Donc on n'a aucun intérêt à le faire. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est peut-être qu'un jour, toute l'humanité sera comme ça. Et peut-être que le but de ce monde, ici, c'est de transformer des humains lourds, épais, en quelque chose d'autre de beaucoup plus volatile. Et on peut souhaiter, c'est ce qui est dit quand on parlait de l'apocalypse tout à l'heure, finalement l'apocalypse c'est quand il n'y a plus d'armes qui ont besoin de descendre. Ça veut dire que tout le monde a fini de faire ce qu'il avait à faire, et d'ailleurs on dit le dernier signe de l'apocalypse c'est un enfant qui naît sans âme. On dit que la gouve est vide, la gouve c'est le réservoir des âmes. Donc évidemment, si un enfant naît sans âme, il n'y a plus d'âme à incarner, donc ce monde ne sert plus à rien, donc il est normal qu'il disparaisse, puisque son seul but était de transformer l'humain en quelque chose d'autre. Nietzsche dit que l'homme c'est un pont sur l'abîme, on peut dire qu'on est des anciens démons puis des futurs anges peut-être. Donc à partir de ce moment-là, si tout le monde s'est volatilisé, ce monde n'a plus aucune raison d'être, et à ce moment-là il disparaît, et pour ce monde c'est l'apocalypse. Je pense que c'est justement le bon mot de la fin. Un grand merci Patrick. Pour merci ceux et celles qui nous écoutent, j'invite à ce que tu nous donnes ton email. Alors je vais vous donner mon email, donc c'est mon nom, buranstenas@gmail.com. Alors déjà on va laisser le temps à ceux et celles qui sautent sur un papier, un crayon, trouver ça, et le temps que tu épelles ton nom. Donc BURENSTEINAS @gmail.com. Voilà, simple. Voilà. Laurent qui était en silence à côté de toi, peut-être un mot, tiens, pour nous dire ce que tu as pensé de cette soirée. Alors attends, oui, parce que c'est bon, vas-y. J'ai pensé de cette soirée que Patrick a quand même une endurance à toute épreuve puisqu'il a parlé 7 heures de suite, et je suis régulièrement des interventions de Patrick qu'il fait à la radio ou bien ailleurs, et le message qu'il transmet, même s'il le transmet parfois avec les mêmes mots,
l'intention et l'état d'esprit dans lequel tu écoutes son discours fait que tu comprends les choses de manière différente à chaque fois. Et c'est toutes ces manières différentes qui te font synchroniser plusieurs infos et qui te font vraiment l'intégrer réellement. D'accord. Je saisis ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, oui, tout à fait. Est-ce que, oui, voilà, on aura d'autres questions, mais ce sera peut-être certainement pour une autre nuit. En tout cas, un grand merci d'être venu pour animer cette émission. C'était un réel plaisir de t'avoir. Merci à toi. Dans nos murs. Donc, une prochaine fois. Avec plaisir. Peut-être pour les bouquins sur les prénoms. Voilà, exactement. Au revoir, Patrick. Bonsoir.